Vendredi 17 mai, bonsoir, soyez les bienvenus, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions, voici les titres. Une centaine d'employés craignent pour leur emploi à Ancerville dans la Meuse. L'entreprise vieille de 120 ans, la Meusienne, est en sursis judiciaire. RTL a réveillé Saint-Dizier ce matin et a fait résonner son nom à travers le pays. La station était en direct depuis le parvis du théâtre. Le 30 juin prochain, la flamme olympique parcourra la Marne et débutera son chemin. Depuis Vitry-le-François, le parcours détaillé à découvrir dans un instant. Il est l'homme le plus fort de France, Pierre Motal est notre invité ce soir. Il participera demain à Bar-le-Duc au Strongman. Rencontre à la fin de ce journal. Et voici pour les titres. C'est donc une entreprise emblématique de la commune d'Ancerville qui risque de mettre la clé sous la porte. La Meusienne, ancrée depuis plus de 120 ans entre la rue de la Prelle et le canal, n'est qu'à quelques jours d'une possible liquidation judiciaire. Presque 100 salariés pourraient se retrouver sans emploi. Gaël Bossu. C'est un nouveau rebondissement pour l'entreprise ancervilloise La Meusienne. En redressement judiciaire depuis mars dernier, la situation de l'entreprise de métallurgie, passée entre les mains de différents actionnaires et repreneurs sans jamais retrouver une stabilité économique depuis 2017, a été jugée ce vendredi devant le tribunal du commerce de Bar-le-Duc. Le procureur y a décidé de prolonger le redressement judiciaire de l'entreprise jusqu'au 7 juin prochain, date où un choix devra être fait entre deux possibilités. D'un côté, la liquidation judiciaire de l'entreprise, ce qui signifie son arrêt total d'activité et donc le chômage des 90 employés actuels. D'un autre côté, la possibilité de créer une SCOP, une société coopérative de production, dans laquelle les salariés seraient les actionnaires majoritaires. Une seconde option qui éviterait la disparition de l'entreprise, mais pour autant, l'effectif serait assuré de diminuer de plus de 50%, ce qui représente environ 50 personnes qui se retrouveront sans travail. Ça ne peut pas être une 100% une réussite si on n'arrive pas à sauver l'ensemble des salariés. Mais si on peut en sauver quelques-uns, ça sera une demi-réussite, on va dire. Ce qui est regrettable, c'est qu'il va y avoir un investissement financier des salariés pour pouvoir continuer à travailler, alors qu'on a des actionnaires voyous qui, eux, n'ont pas mis un centime dans la société et se sont enrichis sur la société. Et sur l'État. Et sur l'État français. La mairie d'Ancerville regrette évidemment la situation financière actuelle de la Meusienne, entreprise historique de la commune, qui comptait encore 190 employés en 2017. C'est déplorable qu'une entreprise comme la Meusienne, fleuron européen de la production, ait autant perdu en compétitivité ces dernières années à cause d'investisseurs qui ne connaissent pas le monde de l'industrie. Aujourd'hui, nous regrettons que cela arrive à Ancerville, mais finalement, peu importe la commune, nous devons travailler et veiller à protéger toutes les entreprises de notre territoire. La Meusienne va donc poursuivre un semblant d'activité jusqu'au 7 juin prochain, journée cruciale pour l'avenir de cette firme meusienne, vieille de 120 ans. Et ce vendredi, la matinale de RTL délocalisée à Saint-Dizier a créé l'événement sur la place Aristide-Briand. Amandine Bégaud, François Langlais et Martial Liu ont pendant 2 heures tiré le portrait de la ville bragarde. Des réussites économiques à l'absence de TGV. De nombreux points ont été évoqués face à un public conquis. Antoine Regnault et Clémentine Coppola. Nous sommes le vendredi 17 mai 2024, il est 7h. Yves Calvi, Amandine Bégaud. RTL Matin, en direct de Saint-Dizier. Ce top horaire, bien connu des Français, est celui de la radio RTL. Une des radios les plus écoutées dans le pays, et il y a fort à parier qu'il s'agissait même de la radio la plus écoutée en Haute-Marne ce matin. Pour une bonne raison, puisque la station avait délocalisé sa matinale sur le parvis du théâtre de Saint-Dizier, mettant en place un véritable studio ouvert au public. Ah oui, Saint-Dizier, où nous sommes en direct de la place Aristide-Briand face à la mairie. Il y a du monde ce matin. Ah, les bragards sont sages. Vous savez, le slogan, et depuis des années d'RTL, c'est vivre ensemble. Et en fait, je crois qu'on ne peut pas vivre ensemble si on reste enfermé dans notre studio. Donc l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des auditeurs. Moi, hier soir, j'ai croisé des auditeurs, mais des vrais auditeurs qui connaissent par cœur la grille d'RTL, qui ont dit à Martial Liu, vous avez fait un sujet sur ça, vous avez parlé de ça, qui m'ont parlé d'une interview que j'avais faite, etc. Durant 2 heures d'émission, en direct de 7h à 9h, plusieurs thèmes furent abordés au micro, parlant alors de Saint-Dizier comme un symbole d'une France oubliée. Le chiffre vient de tomber, le chômage est stable en France, alors quelles conséquences pour l'année 2024 pour la France et particulièrement pour la France des villes moyennes, c'est ce qui va nous occuper. Elle cumule de ce point de vue plusieurs caractéristiques. D'abord le fait de ne pas être desservie par les grands réseaux de transport, à la fois routiers et ferroviaires,
Et l'autre élément, je dirais, structurant, c'est la désindustrialisation dont elle a été une des pionnières, comme toute la région Grand Est. De ce point de vue, il n'y a pas de spécificité sur la ville, donc si vous additionnez les deux, vous arrivez effectivement 50 ans plus tard à une situation qui n'est pas très facile, mais contre laquelle je trouve il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée et dont on voit déjà les premiers résultats. Ce qui est intéressant par rapport à Saint-Dizier, c'est que, et c'était l'objectif un petit peu de la venue ici aujourd'hui pour nous, c'était de faire de Saint-Dizier le symbole au niveau national de toutes ces villes moyennes dont on a tendance à penser qu'elles sont en train de péricliter, alors qu'il y a un vrai dynamisme et un vrai renouveau. C'est-à-dire c'était de montrer que c'est pas parce qu'on est dans une ville moyenne qu'on est condamné économiquement, malgré toutes les difficultés. L'affirme Miko, la base aérienne 113 ou les projets de rénovation urbaine de la ville ont donc été communiqués à la France entière ce matin, à travers les ondes de la radio. Une sorte de vitrine virtuelle pour le maire. En tout cas de notre population. Merci beaucoup. Moi, une de mes obsessions, c'est de faire en sorte que mes Saint-Dizier, on soit vu positivement, quoi. On est tellement plein de qualités. Bien sûr, il y a des difficultés, ils le répètent à l'envi, d'ailleurs à l'antenne. Pas d'autoroute, pas de TGV, tout ça, mais il y a autre chose. Déjà, il y a les bragards, il y a nos projets, il y a tout ce qu'on porte, tous ces commerçants qui font des choses, toutes les transformations, les entreprises qui se créent. Il faut que ça se sache ici, quoi. La présence des animateurs de la radio ont en tout cas séduit les bragards, venus en nombre pour voir les visages de ceux qui les réveillent chaque matin. L'enthousiasme et l'effervescence étaient palpables, transformant cette matinée en un véritable événement. Merci beaucoup. Et vous le savez déjà, la flamme olympique passera à la fin du mois de juin dans nos territoires. La Marne sera le dernier département à l'accueillir le 30 juin prochain. Et elle commencera son parcours par Vitry-le-François. Une grande fierté qu'a exprimé le maire Jean-Pierre Bouquet au micro de Brigitte Maestracier. La ville de Vitry-le-François sera la première de la Marne à recevoir la flamme olympique lors de son passage dans le département le 30 juin prochain. Comme un symbole, elle débutera son parcours dès 9h au centre aquatique La Salamandre, inauguré par le président du Comité international olympique l'année dernière, avant de déambuler dans le centre historique de la Cité Rose et de finir son chemin sur la place d'Armes au cœur de Vitry-le-François. Au total, 15 relayeurs encore méconnus porteront la flamme à travers la ville. Un honneur pour le maire qui voit derrière la présence de la flamme olympique une reconnaissance de Vitry-le-François comme ville sportive. C'est un événement unique parce que tout le monde dit, et je pense qu'on a raison, on ne reverra pas la flamme dans un siècle dans nos territoires, donc dans un siècle nous ne serons plus là. Et donc c'est à notre maille un événement exceptionnel. Et puis c'est un élément qui rassemble. Je crois que tous les jeunes, les sportifs, et puis même les anciens, et même ceux qui sont un peu ronchons, ils vont être contents de voir la France mise en avant, avec des succès, avec le plaisir de dire on sait faire des choses en France, et le monde va nous regarder. Ça, c'est très important, donc il y a ce portage, et donc le parcours de la flamme, eh bien, c'est l'idée que les Jeux olympiques et para-olympiques seront un succès pour tout le pays, donc pour tous les Français. Et attention à vos voitures ce jour-là. Pour des questions de sécurisation, la municipalité demande à ce qu'aucune voiture ne soit présente sur le chemin, au risque d'être mise à la fourrière. Pierre Motal est professeur d'éducation physique au sein d'un collège, mais il est aussi l'homme le plus fort de France. Il sera à Bar-le-Duc ce samedi 18 mai pour participer au Strongman, un événement qui mettra sur le devant de la scène des forces de la nature. Bonsoir Pierre Motal. Bonsoir. Première question, comment devient-on un Strongman? Alors pour devenir Strongman, c'est un long chemin où il faut avoir une maturité tendineuse, musculaire et osseuse, qui est le fruit d'un travail long et laborieux, basé sur des mouvements polyarticulaires, donc de musculation, type powerlifting au début, donc squat, développé couché, soulevé de terre, et pour avoir tous les prérequis nécessaires pour pouvoir faire en toute sécurité les mouvements liés au strongman, tels que tirer un camion, lever une grosse boule en béton, lever des charges pas possibles au-dessus de la tête, en toute sécurité, sans se blesser, quoi. Alors quand est-ce que vous avez commencé cette discipline et pourquoi ? Alors, j'ai commencé le strongman en 2016, mais j'ai commencé à m'entraîner vraiment dur à partir de 2008. Donc en fait, de 2008 à 2015, je me suis vraiment entraîné dur pour former mon corps à devenir un strongman, et j'ai commencé la compétition en 2016. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais devenir la meilleure version de moi-même, la version la plus solide, la plus puissante, la plus forte, à mon sens. Voilà. Donc strongman, c'est être capable de lever ce que 99% de la population n'est pas capable de soulever.
Donc c'était ça mon but. Et voilà, c'était pour moi le Graal de devenir l'homme le plus fort de France et de pouvoir représenter dignement le pays à l'étranger. Et justement, comment on se prépare pour ça Quelles sont les conditions pour pouvoir atteindre ces objectifs? Bon, alors pour faire très simple, en fait, on divise l'année civile en deux. Donc il y a la saison off et la saison compétitive. Sur la saison off, on va faire du froncier, des mouvements d'haltérophilie, des mouvements de powerlifter et un petit peu de mouvements de strongman pour laisser reposer un peu le système nerveux et articulaire et tendineux. Et par contre, dès qu'on est dans la saison compétitive, là, on va faire 80% de notre temps du strongman et 20% de force athlétique. Alors, et parallèlement à ça, je me permets juste, il y a une diète à tenir, environ, dans ma catégorie de poids, à peu près 6000 calories par jour. Voilà, du repos, pas d'alcool, pas de tabac, et pour pouvoir être cohérent par rapport à tous ces objectifs. Alors je le disais au début de l'interview, vous êtes professeur d'éducation physique au sein d'un collège. Comment ont réagi vos élèves lorsqu'ils ont su que leur professeur était l'homme le plus fort de France? Alors, certes, je suis l'homme le plus fort de France depuis 2019 inclus, mais c'est pas tant ça, c'est plus mon physique qui les interpelle et je me sers de cette crédibilité physique, donc visuelle, parce que voilà, il y a des très bons profs de maths qui n'arrivent pas à être, on va pas dire charismatiques, mais qui vont avoir du mal à donner aux élèves l'envie de performer en maths. Moi, j'utilise mon physique et j'utilise l'aura que je peux avoir pour leur donner envie de se dépasser, d'aller au-delà de leur zone de confort et de leur dire si moi j'étais capable de prendre par exemple 60 kilos depuis mon âge adulte et de changer mon corps dans ce sens, et bien à un moment donné, si tu es en difficulté pour faire un 200 mètres sans t'arrêter, et ben on va essayer d'aller un petit peu plus loin, voilà, que ce soit en athlé, en gymnastique. Pour moi, c'est pas possible qu'un élève de 12 ans subisse son poids de corps sur des barres asymétriques ou sous une barre fixe, par exemple. Donc j'essaie d'utiliser mon image pour les motiver. Alors vous serez demain, on l'a dit, à Bar-le-Duc pour le Strongman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors le Strongman, ce qu'il faut dire, c'est que déjà c'est rattaché par la fédération officielle, donc la Fédération française d'hommes forts, qui a été, comment dirais-je, où Frédéric Vandenabel en fait l'a mis en place de façon la plus crédible pour apporter une certaine crédibilité pour les athlètes et pour voilà, la mise en lumière de la fédération. Donc on lui doit beaucoup à cet homme-là. Et donc demain à Bar-le-Duc, c'est la deuxième manche du championnat de France. C'est-à-dire que le mois dernier, on avait une manche à Auxerre. Demain, on a la deuxième manche du championnat à Bar-le-Duc. On a la troisième manche le 8 juin à Valence, en dessous de Lyon, là-bas. Et on aura la quatrième et dernière manche au centre de la France, du côté de Nevers. Vous avez participé à plusieurs émissions télé, La France Incroyable Talent, Ninja Warrior, E égale M6 aussi. Qu'est-ce que ces expériences vous ont apporté ? Elles m'ont apporté une certaine visibilité que j'ai essayé de mettre au service de la pratique. C'est-à-dire que le but, c'était pas de me mettre moi en avant en tant que Pierre Motel, c'était juste de pouvoir apporter une certaine crédibilité aux athlètes strongman qui ont bon nombre de stéréotypes négatifs qui leur collent à la peau. Et c'est ça que j'ai essayé de casser. Par exemple, quand j'ai fait Ninja Warrior, on m'a demandé de me mettre torse nu, de me peindre en vert, de faire le Hulk. Ça, j'ai totalement refusé. J'aurais préféré carrément ne pas y aller et garder une certaine crédibilité. J'ai dit non, je représente la Fédération française que Frédéric Vandenabel a fait avec un palmarès énorme, que j'essaie de copier d'ailleurs. Je me suis dit, il faut rester digne et il faut rester humble aussi. Donc j'ai essayé de faire, de dire non, je viens avec mon t-shirt de compète, mon short de compète, et je représente, voilà, je vais essayer de me donner le meilleur de moi-même sur l'épreuve de Ninja Warrior, où j'ai pas du tout le potentiel pour performer, mais j'ai voulu représenter avant tout les strongman, la fédération. Et pas moi en particulier. Ça a permis aussi de casser une image que les médias peuvent parfois donner sur ce genre de discipline. C'est ça, en fait, quand t'es strongman, t'es un bûcheron, t'es un maçon, alors qu'en plus, ça dénigre ces gens-là, et un maçon, un bon maçon, on en a besoin. Un bûcheron, il n'y a pas de bûcheron, il n'y a pas de bois de chauffage, il n'y a pas de tout ça. Donc déjà, les gens dénigrent les professions qui disent inférieures, alors qu'ils ne sont pas du tout inférieurs à un prof. Moi, je suis prof, mais je respecte toutes les professions, et encore plus ces professions-là, parce qu'elles sont difficiles au quotidien. Et non, les stéréotypes, c'est t'es fort, donc t'es videur, donc t'es maçon, donc t'es tout ça. Donc moi, mon profil est un petit peu particulier parce que j'ai fait 5 ans de fac, je suis prof, je suis au conseil municipal, et en même temps, je suis athlète de haut niveau. Et j'essaie de mettre au service mes compétences au sein de la population scolaire, où j'ai essayé un petit peu aussi au sein de Pont-sur-Yonne. On m'a pas trop suivi, mais j'ai essayé de faire ce que j'ai pu pour impulser certaines de mes compétences au profit de la collectivité.
On va revenir, avant de conclure ce journal, rapidement sur vous. Est-ce que vous avez des projets futurs ou des compétitions qui arrivent prochainement? J'ai des compétitions européennes, donc la semaine prochaine. Donc demain je suis à Bar-le-Duc, demain je suis à Varsovie. Demain je suis à Bar-le-Duc, la semaine prochaine je suis à Varsovie pour la première manche d'un championnat européen composé de 8 manches. Donc voilà, j'ai aussi la Lituanie qui m'attend, j'ai la Hongrie, je n'ai plus la date en tête, mais puis voilà, j'ai la Colombie qui va arriver, j'ai la Chine, donc des compétitions européennes et mondiales. Un programme bien chargé. C'est ça. Merci beaucoup Pierre Motal d'être venu sur notre plateau ce soir. Vous, je le rappelle, vous participez demain au Strongman à Bar-le-Duc. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Demain soir pour l'info à 19h, ça sera avec Clémentine Coppola. Passez une très belle soirée. Restez avec nous, l'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.